Alicia Garcia-Herrero, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste sur la zone Asie-Pacifique pour Natixis. Ma première question, évidemment, est en lien avec l'actualité, ce coronavirus qui frappe donc différents pays, mais évidemment beaucoup plus l'Asie et la Chine. Quelles sont, alors, on voit les conséquences humaines, on en parle tous les jours, elles sont assez tragiques. Les conséquences économiques, comment on peut les évaluer là, dans les semaines à venir, mais même en se projetant plus loin sur 2020? Alors, les conséquences économiques du coronavirus en Chine sont vraiment dramatiques. Et on ne se rend pas compte que la province de Hebei, qui est plus ou moins 10% par exemple de la production d'automobiles en Chine, est vraiment en panne. C'est-à-dire il n'y a pas de production d'automobiles, il n'y a pas de consommation de services, de transport, de cinéma, bien que les online sales qui se passent, le reste on a vraiment une économie à l'arrêt, quoi, complet. À l'arrêt, complètement. Ça, c'est Hebei, 10% du PIB de la Chine. Mais pour les restes aussi, on voit vraiment des conséquences dramatiques, soit parce qu'il y a déjà des grands pays comme les États-Unis qui ont arrêté les vols de la Chine. Et ça, c'est vraiment déjà un problème pour l'économie de la Chine. Et aussi parce que les exportations, qu'est-ce qu'on va faire avec les exportations, avec les produits, par exemple, agro. C'est-à-dire il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Et moi, je dirais que, et on ne parle même pas du sentiment de l'investissement privé. Bien sûr, on a vu déjà hier une chute énorme du marché en Chine. Alors, on voit déjà des conséquences claires. Alors, si on continue comme ça et on voit les rapports quand on va arriver au pic, au sommet du coronavirus, on parle déjà du mois d'avril. Oui. Alors, disons que ces 2 trimestres d'une faiblesse économique importante pour la Chine, il faut se rappeler quand même que Xi Jinping, dans le China Dream dont on parle, ce qu'on appelle la réjuvénation de la population chinoise, qui n'est qu'une croissance, un redoublement du revenu de la Chine, c'est-à-dire du PIB de la Chine en 10 ans. Et pour faire ça, la dernière année, malheureusement, c'est 2020. Oui. C'est avec la croissance de 2020 que Xi Jinping va obtenir son, disons, moi je dirais pour le moment, son cauchemar, parce que ça va être très difficile. Et qu'est-ce que je veux dire? Que la Chine, le gouvernement chinois n'a qu'à faire un plan de relance gigantesque pour réussir et à obtenir un taux de croissance qui vraiment arrive à compléter ce cycle de 10 ans. Là, on sent que le gouvernement chinois prend des mesures très fermes, très rapides, parce qu'il a envie d'écourter au maximum cette crise. Hein, c'est cela. Oui, la Banque centrale a injecté déjà l'équivalent de 170 milliards de dollars en liquidité. C'était lundi. Et rien ne se passait du côté marché. C'est très mal passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il doit faire plus. Il doit vraiment donner de l'argent, mettre de l'argent dans la poche des consommateurs chinois. Et on passe, bien sûr, au sujet des consommateurs. C'est à eux d'obtenir la croissance dont Xi Jinping a besoin. Donc, ça va reposer sur eux, donc, parce que historiquement, Exactement. justement, la consommation des ménages n'est pas le premier moteur de la croissance chinoise. Alors, en un mot, vous pouvez nous rappeler pourquoi, puis nous dire comment faire pour que ça change, justement, que ce consommateur, alors, en lien évidemment avec cette actualité, mais voilà, que c'est lui qui va participer à cette relance. Oui, alors, après dire, la consommation est devenue beaucoup plus importante depuis 2015. Et à un certain moment, surtout 2015-2016, c'était un moment où l'économie chinoise était assez faible. On a eu une chute du marché, aussi du renminbi, etc. La consommation est devenue beaucoup plus importante parce que l'investissement s'est beaucoup réduit. Mais dernièrement, 2018-2019, surtout côté consommation durable, auto, etc.,
ça s'est beaucoup baissé parce que le Chinois avait peur de la guerre commerciale, de l'impact, disons, à long terme sur la Chine. Mais cette fois-ci, on va leur donner, à mon avis, l'argent pour consommer encore. Parce qu'on voit, hein, on voit les chiffres comme Alibaba, quand on a la journée des célibataires, pulvériser record. On parle en dizaines de milliards de dollars. Donc c'est en train de changer, ce consommateur chinois. Comment on peut le définir? Alors, définir un consommateur chinois sur ces milliards d'habitants, c'est compliqué, mais c'est quoi les principales caractéristiques du consommateur chinois? Oui. Alors, pour nous, Européens, il y a des choses qui changent et ils ne sont pas tous favorables. Le consommateur chinois, il y a quelques années, même 2015, ils ont commencé à pousser fortement sur la consommation, était un consommateur de marques et de consommation des produits étrangers, des autos étrangers. Ça a beaucoup changé. Il y a eu vraiment ce que j'appelle une chinisation de goût du consommateur chinois, vraiment poussé par les gouvernements, très clairement. Alors moi, je dirais le consommateur chinois maintenant, c'est un consommateur nationaliste. Il ne faut pas oublier ça. Pour nos marques, c'est important de savoir ça. Mais que maintenant, avec le coronavirus et d'autres, on a eu déjà la mélanine, on a eu beaucoup de choses en Chine, mais bon, je crois que les coronavirus... Sur les cochons l'année dernière. Les coronavirus, je crois ça pourrait changer un peu. Ça pourrait dire... faut se méfier encore de produits chinois, ce qui est bien pour nous. Mais je veux dire, ça évolue tout le temps. Et pour le moment, jusqu'à maintenant, la direction était que des produits chinois. Mais ça pourrait changer à notre faveur à cause du coronavirus. Et quelles sont les catégories de population, les catégories de population qui augmentent le plus leur consommation? Et les jeunes. Les jeunes sont très endettés en Chine. L'endettement des ménages a beaucoup augmenté en Chine. Et il s'est même doublé. Je parle de 106 ans. L'endettement de ménages s'est doublé et c'est surtout les jeunes. Oui, ce sont eux qui consomment. Alors, c'est eux qui consomment. C'est eux qui changent. Vous voyez, produits chinois à la mode, produits européens, s'ils ont peur de la qualité des produits chinois. Ils changent beaucoup. Ils changent beaucoup et ils ont peur aussi de la situation de la Chine au monde. C'est pour ça que chaque fois que les États-Unis poussent la Chine, ils arrêtent de consommer. Alors c'est très, disons, c'est pas quelque chose qu'on peut suivre de très loin. Parce que ça change beaucoup. Et ma toute dernière question, c'est quoi les secteurs d'activité qui sont le plus porteurs là, pour le consommateur chinois? Vous parliez de la voiture tout à l'heure. Les voitures, disons, ça s'est arrêté. Alors c'était un bon secteur, mais ce n'est plus le cas. Les jeunes Chinois ne veulent pas des autos. Et ils veulent que des voyages, tourisme, expérience, éducation, très important. Et même pas, disons, même pas de tout ce qui est ménage, parce que des fois ils changent vraiment de location, si c'est permis, hein, parce qu'il y a encore des contrats en Chine, comme vous le savez bien. Mais disons que ce sont des consommateurs services, moi je dirais services et luxe, mais pas des autos. Pas nécessairement disons, avant, c'était que la maison, que l'appartement. C'est fini ça. Parce que c'est trop cher, c'est trop compliqué. Et ça devient trop lourd pour l'endettement des jeunes Chinois. Alors, je dirais que c'est tourisme, service, luxe. C'est vraiment dans ce domaine. Oui. Eh bien, merci Alicia Garcia-Herault. Je rappelle, vous êtes économiste Asie-Pacifique chez Natixis. Merci d'avoir été avec nous. Merci.